crois qu'il faut commencer par une sorte de tableau un peu schématique de l'état des langues au début du XVIIIe siècle. En fait, il y avait deux langues vernaculaires qui avaient de grandes chances de s'imposer comme la langue vernaculaire européenne. C'était naturellement l'italien, bien sûr, avec le nombre de classiques que l'italien avait déjà enregistrés, avec Dante, avec le canzonière de Pétrarque, avec les grands dialogues florentins du XVe siècle, et puis surtout avec les deux grandes épopées, celle de l'Orlando Furioso et la Jérusalem délivrée, que toute l'Europe connaissait par cœur, toute l'Europe cultivée. Donc il y avait l'italien, qui avait donc de très grandes chances de s'imposer, et puis il y avait aussi l'espagnol, puisque en fait le siècle d'or espagnol commence vers la fin, dans la seconde moitié du XVIe siècle, et s'épanouit merveilleusement dans les 30, 40 premières années, et même les 50 premières années du XVIIe. Le latin, évidemment, restait la langue de la République des lettres, la langue de l'Église, la langue des vrais savants, la langue des théologiens, mais il fallait aussi une langue moderne qui puisse, en quelque sorte, élargir le cercle des lecteurs. Et naturellement, le français était candidat. Alors, au fond, le cardinal de Richelieu, quand il a créé l'Académie française, a pris pour modèle ce qu'avait fait le duc Cosme de Médicis lorsqu'il avait, en somme, pris le pouvoir au grand désespoir des républicains florentins, et il s'était construit une légitimité. Et pour se construire une légitimité, il avait créé une académie florentine, qui était une académie où des artistes, d'ailleurs, pouvaient entrer, à condition qu'ils écrivissent des poèmes, ou qu'ils sachent, en quelque sorte, s'exprimer aussi par le verbe, et pas seulement par les formes. Et puis, ensuite, de cette académie a jailli une autre académie, l'Académie du dessin, sous prétexte d'organiser les obsèques de Michel-Ange en 1563, et puis ensuite une série d'académies qui se sont développées, dont l'Académie, alors ça bien après la mort de Cosme Ier, dont l'Académie de la Crusca, qui avait pour rôle d'écrire le premier dictionnaire d'une langue vernaculaire italienne. Alors, le cardinal de Richelieu, dans la première partie de sa carrière, avait été le ministre, en somme, de l'italienne Marie de Médicis, et il avait participé à une politique, en fin de compte, très européenne. C'était la politique de l'Europe catholique, bien sûr. La reine avait organisé un mariage entre son fils aîné et l'infante d'Espagne, de manière à ce que, entre les deux rivaux, entre les deux grandes dynasties, les Habsbourg d'Espagne et les Bourbons, il y ait une sorte de modus vivendi, de gentleman's agreement, et une sorte d'Europe, en quelque sorte, où les nations garderaient leur autonomie, leur identité, leur langue, leur littérature, mais où la papauté servirait un peu de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ONU, qui serait une sorte de tribunal supérieur, tranchant les rivalités, négociant des compromis. Et là, Richelieu, quand il a rompu avec la reine, qui s'est rallié à Louis XIII, au jeune Louis XIII, il a compris que cette politique réduisait la France à un rôle, en quelque sorte, secondaire, et que pour que la France ait l'hégémonie en Europe, il fallait rompre avec cette conception qui est la nôtre, en fin de compte, d'une Europe fédérale, couronnée par une sorte de super pouvoir d'ordre spirituel plus que d'ordre matériel, et il a décidé de s'allier avec les princes protestants d'Allemagne et avec
tout ce qui pouvait en quelque sorte anéantir plus vite la puissance espagnole et dédaigner les tentatives désespérées du pape d'organiser je dirais, une sorte de modus vivendi entre l'Espagne et la France. Et alors là, en 1935, il déclare la guerre à l'Espagne, donc il rompt le pacte catholique, et en même temps, il crée l'Académie française. Donc les deux gestes sont profondément politiques. Il s'agissait de faire savoir à l'Europe que désormais, le français de la cour de France, le français parlé par le roi, parlé par la cour, était candidate à devenir la langue de culture de la future Europe, où la France exercerait une espèce d'hégémonie intellectuelle, morale et spirituelle. Et il faut remarquer que c'était un geste de portée historique, parce que cela signifiait aussi que la France se substituait au Saint-Siège, et se substituait, toute nation catholique qu'elle était, elle se posait en puissance, ayant autorité spirituelle, à la place du Vatican, à la place de l'État pontifical, à la place de la papauté. Et bien sûr, au début, la création de l'Académie française n'a pas eu des effets immédiats. Mais malgré tout, le fait de réunir 40 écrivains, poètes, hommes d'État aussi, grands magistrats, qui résumaient en quelque sorte le rapport du pouvoir avec la parole, a fait un effet moral, en tout cas d'abord considérable. Puis, à partir de cette institution qui n'a pas beaucoup fonctionné au début, mais qui a pris un second souffle au moment où Louis XIV a pris le pouvoir avec Colbert, à ce moment-là, effectivement, l'Académie française est devenue non seulement l'aînée des autres académies, mais elle a commencé à exercer la fonction qu'avait compté qu'elle exerça Richelieu. C'est-à-dire qu'elle s'est réunie régulièrement, elle a fait l'objet, elle était organisée par des discours, en particulier des éloges du roi. Elle était animée aussi par des querelles internes qui la faisaient vivre et la rendaient intéressante. Par exemple, la querelle qu'elle a animée dans les premières années du règne de Louis XIV, est-ce que les inscriptions sur les monuments royaux ou au-dessous des tableaux ou des tapisseries installées dans les palais royaux seraient en latin, langue de l'éternité, langue de la gloire, ou alors en français? Et alors, à la fin, c'est le français qui l'a emporté, parce que la majorité de l'Académie a pensé que le français était parfaitement capable de donner l'éternité aux grands hommes, et en particulier, naturellement, au roi. Alors ensuite, l'Académie a été le point de départ aussi d'une autre fantastique querelle, dont nous ne sommes même pas sortis aujourd'hui, c'est la querelle des anciens et des modernes, qui a été lancée par un discours fait par Charles Perrault, pas un discours, même un poème, mais un poème-discours prononcé par Charles Perrault dans l'Académie en 1687. Donc l'Académie a été le point de départ d'une vitalité, si vous voulez, querelleuse, qui lui a donné non pas l'air d'une sorte d'institution servile, mais d'un lieu où la parole est vivante et où des partis opposés peuvent échanger des arguments. D'autre part, à partir de l'Académie française, et un peu sur son modèle, Colbert a créé une encyclopédie d'académie. Et ça, c'était la première fois qu'en Europe on voyait un phénomène pareil. Il a créé successivement une académie, il a recréé l'Académie de peinture, sculpture et gravure qui avait été, pour ainsi dire, mis sur pied en 1948, mais qui ne vivait pas. Mais à partir de 63-66, non seulement l'Académie reçoit un règlement et commence à fonctionner comme une école supérieure, mais aussi il crée une annexe de cette académie à Rome. Et aucun roi
aucun prince de l'époque n'a eu l'idée de créer des bourses pour de jeunes gens qui iraient chaque année, architectes, peintres, sculpteurs, graveurs, compléter leur formation à Rome et donc devenir les artistes du roi. Et puis il a créé une académie des sciences, beaucoup plus efficace que la Royal Academy anglaise, parce que d'abord les académiciens étaient bien payés, ensuite ils étaient très compétents, il avait même fait venir des Hollandais, il a fait venir des Italiens, la famille Cassini par exemple, qui était un des groupes les plus efficaces dans le fonctionnement de l'Académie des sciences. D'autre part, il a créé une académie d'architecture, parce que pour créer Versailles, il fallait un groupe d'architectes et pas seulement un architecte. Et puis, il a créé une académie de danse et de musique, et à la fin, il a même créé la Comédie Française, c'est-à-dire une académie de théâtre. Donc, toutes les dimensions du savoir étaient régies par des académies, et au fond, le gouvernement français est devenu le gouvernement le plus moderne possible, puisque chacun de ses actes était précédé par une expertise. C'était des think tanks, en fait. C'était des think tanks qui conseillaient les ministres, qui conseillaient les administrations, et qui donnaient aussi, pour le cas de l'Académie française, la norme du langage officiel du royaume. Alors voilà comment, à mon avis, l'Ancien Régime français, en tout cas, pour le XVIIe et le XVIIIe, a fourni un modèle qui était totalement différent du modèle anglais, totalement différent du modèle hollandais, mais qui avait sa propre modernité extrêmement efficace